Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Toutes nos excuses pour le petit retard, nous avons eu quelques petits problèmes techniques et Matt avait du mal à se connecter. C'est maintenant réglé et nous l'avons avec nous au téléphone. Donc bonjour Matt, merci d'être avec nous. Bonjour, pardon de ces problèmes techniques de mon côté. Aucun problème. Donc bienvenue à tous sur ce premier épisode de webinaire que nous avons intitulé Cut the Bullshit. Donc, les webinaires qui ont été montés par les équipes d'Impact USA, le programme phare de Business France, pour accompagner les pépites tech dans leur développement aux US, programme qui existe depuis maintenant 6 ans, puisqu'il a été créé en 2014. Alors, Cut the Bullshit, c'est quoi? En 2 mots, c'est le discours sans langue de bois sur la crise actuelle, la façon dont elle impacte la tech aux US, et surtout, les clés pour bien préparer la reprise. Et pour ce premier épisode, nous accueillons Matt Turk. Donc, Matt Turk, tu es Managing Director chez FirstMark. Et aussi fondateur de l'un des meilleurs meet-up tech de New York, Data Driven, en tout cas mon préféré, clairement. Tu publies aussi chaque année le Data and AI Landscape, que nous suivons religieusement, et tu es aussi, et surtout, pour nous en tout cas, un mentor et un speaker dans le cadre du programme Impact USA. Alors, quelques guidelines avant de commencer. Posez vos questions au fil de l'eau sur le chat de Q&A qui est disponible à droite de votre écran. On essaiera de les modérer et de répondre au plus possible. Et dans tous les cas, n'ayez pas peur, le replay sera disponible ensuite et publié sur notre chaîne YouTube. Hello Matt, merci encore de nous rejoindre pour ce premier épisode. Donc, tu es maintenant Manager Director de FirstMark Capital. Donc, c'est un fonds basé à New York qui investit principalement à partir de la série A dans des startups aux US, avec des très belles boîtes dans votre portefeuille, notamment Pinterest ou Airbnb, mais aussi européennes, notamment françaises, avec des beaux noms tels que Dataiku, Ledger et Sketchfab. Tu veux peut-être en dire quelques mots de plus? Oui, tout à fait. Donc, d'une part, pour commencer, merci beaucoup de m'accueillir. Et puis, oui, effectivement, donc on est un fonds new-yorkais, pour l'instant, 1,6 milliard de dollars sous management, 5 fonds, enfin 4 fonds et bientôt un 5e qui n'est pas encore tout à fait annoncé, qui va d'ailleurs augmenter le chiffre que je viens de donner de façon significative. Et on fait, oui, plutôt du Series A, un petit peu de seed. Donc on est early stage et on est plutôt lead investors, donc on prend la tête sur des tours, on est très actif au board, donc c'est plus ce type de modèle. Effectivement, donc on a une affinité particulière pour l'Europe, donc j'ai toute une thèse sur ces sociétés qui ont un pied en Europe et un pied aux États-Unis et de plus en plus en fait un pied à New York plutôt que d'autres villes. Et dans ce cadre, donc on a investi dans pas mal de sociétés qui rentrent dans ce cadre, donc européennes et américaines et notamment françaises. Ouais, donc j'ai eu la chance et l'honneur d'être lead sur le sujet de Dataiku, Sketchfab, Ledger, mais même avant de m'arriver chez FirstMark, en fait, un de mes associés avait investi chez Dashlane, qui est aussi une société franco-américaine qui marche très bien. Donc voilà, on est très enthousiaste sur cette thèse transatlantique. Oui, tu as d'ailleurs à cette occasion écrit un excellent article je crois en octobre ou novembre dernier où tu expliquais que New York était la nouvelle powerhouse de la tech européenne en Amérique du Nord, qui était super intéressant. Je vous invite tous à le lire. Oui, ok, merci, bon, bah tout alors. à fait. Ouais. Et sur ce thème, c'est une tendance qui existe depuis plusieurs années déjà. Et ce que je disais dans votre article, c'est qu'on est un petit peu arrivé à ce moment de masse critique, en fait, où avant venir s'installer à New York plutôt qu'à San Francisco en tant que société française ou européenne, c'était un petit peu expérimental. Et en fait, la nouveauté au cours des, disons, 2 ou 3 dernières années, c'est que c'est devenu vraiment enfin, à mon sens, et sur la base de tout ce que je vois, c'est vraiment devenu en fait le meilleur choix et en fait le choix le plus commun. Donc c'était un petit peu ça la thèse de cet article, c'est que c'est devenu un petit peu le default choice. Complètement. Alors maintenant, depuis quelques semaines, il se passe évidemment une crise sans précédent au niveau mondial. On est tous les deux à la 5e semaine de confinement à New York, donc chacun appelle de chez soi. C'est pareil pour beaucoup de gens qui nous écoutent en France. On peut peut-être commencer par quelques opening statements sur quel est ton point de vue en tant que VC sur la situation économique aujourd'hui aux États-Unis. Et puis, je sais que tu as vécu les 2 autres grandes crises
de ce siècle, hein, qui sont celles de la bulle Internet en 2001 et celle de 2008. En quelques mots, quel est ton ressenti? Est-ce que tu penses que c'est pire? Est-ce que tu penses que c'est différent? Est-ce que tu penses que c'est la même ampleur? Ouais, d'accord. Donc, on peut commencer par le côté macroéconomique et après parler Ouais. plus spécifiquement des startups. Moi, d'une manière générale, je suis en fait très pessimiste sur le court terme et relativement optimiste sur le moyen ou long terme. En fait, je suis plus pessimiste que en fait, pas mal de gens avec lesquels j'échange un petit peu dans le milieu des startups. Je crois qu'il y a un petit peu, enfin encore aux États-Unis, je sais pas à quel point c'est différent en France, mais encore aux États-Unis, il y a un peu un effet d'inertie qui est que les gens comprennent bien qu'il y a quelque chose d'important qui a changé, mais continue un petit peu sur la lancée des derniers mois ou des dernières années. Il y a encore beaucoup de réflexes qui sont assez profondément ancrés. Et en fait, comme tout ça est finalement très très nouveau, c'est à la fois très violent et très nouveau. Je crois que les mentalités ont un petit peu eu du mal et continuent à avoir du mal à s'adapter suffisamment rapidement à mon sens. Donc quand je dis que je suis très pessimiste, je pense que c'est une crise qui a pas vraiment de précédent. Et je crois que l'ampleur de cette crise va être très importante. J'espère avoir tort, mais je pense que ça va être. Il y a une vraie chance que ce soit enfin, pire que ce qu'on a vécu en 2008-2009 et en 2000, parce que c'est en fait sans précédent, en fait, c'est arrêt complet de la demande, de l'offre, tout d'un coup. Un petit peu du jour au lendemain. Et là, en fait, on est dans cette période un petit peu en suspens où tous nos vies sont devenues compliquées et bizarres et on essaie de s'adapter. C'est la partie virus de la crise. Et je pense que donc le virus, le confinement, tout ça, au fur et à mesure, ça disparaîtra. Mais la récession qui va être liée au virus, en fait, je pense qu'elle n'a pas vraiment commencé. Elle est juste en train de commencer. Et en fait, l'impact n'a pas vraiment eu le temps de se propager dans la chaîne. L'effet domino est pas complètement, c'est pas complètement fait pour l'instant. Donc, surtout nous, dans nos industries des technologies, on est en fait indirectement impacté parce que évidemment l'impact immédiat, c'est les industries de l'hospitalité, du voyage, du transport, les petits commerces, etc. Donc, sauf pour les boîtes de tech qui vendent directement ou qui travaillent directement dans ces industries, l'effet domino c'est pas encore vraiment réalisé et enfin au moins aux États-Unis commence juste à se faire. Donc les petits commerces qui ne peuvent pas payer leur loyer, les landlords qui se retrouvent eux-mêmes dans des situations de plus en plus compliquées, et ça se propage. Et donc je pense que ça va être compliqué, ça va être assez long. Donc voilà, donc je suis assez pessimiste sur le court terme. Après, je suis optimiste sur d'autres questions, on peut en parler, mais c'est un peu le sentiment général. Bien sûr, ouais, bah on va évidemment parler des choses positives aussi. Tu as mentionné le fait que certaines entreprises vont souffrir plus que d'autres, en tout cas qu'il y a un temps de délai avec cette idée qu'aujourd'hui, c'est les industries directement impactées qui sont touchées, mais la chaîne de valeur étant ce qu'elle est, au fur et à mesure, les autres industries vont l'être petit à petit. Qu'est-ce que tu commences à recommander toi et qu'est-ce que tu vois comme best practice dans les boîtes de ton portfolio qui ne sont pas forcément dans ces industries critiques telles le transport, le voyage, le tourisme ou la restauration? Je crois la chose la plus importante et que je vois les gens faire de façon assez naturelle, c'est de réagir assez rapidement. Donc après la question suivante, c'est de savoir dans quelle mesure tu réagis, un petit peu ou beaucoup. Mais au moins sur le timing, la chose la plus importante, c'est de réagir rapidement. Et de faire une sorte d'audit de la situation, un petit peu client par client, enfin au moins pour les boîtes de B2B, ou sinon pour les boîtes plus consumer, regarder exactement ce qui se passe, essayer de comprendre quel va être cet impact, pas seulement immédiat, mais dans 6 mois ou dans 1 an.
et puis refaire les budgets de façon urgente sur cette base, avec des scénarios de type best case, worst case et base case. Et sur cette base, sans se raconter d'histoire, prendre des décisions assez rapides en termes de réduire les coûts, réduire le burn, potentiellement, je sais que c'est plus compliqué en France qu'aux États-Unis et par définition toujours très douloureux, mais potentiellement se séparer d'une partie des équipes s'il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, réagir rapidement, de façon très délibérée, la première chose à faire. Après, il y a toute une réflexion sur la façon dont tu peux en fait utiliser la situation existante pour en fait approfondir et améliorer la qualité des relations que tu peux avoir avec tes clients, donc surtout en B2B. Donc on a vu pas mal de nos sociétés qui en fait à la fois pour des raisons économiques, mais aussi éthiques, etc. En fait, se sont vraiment, vraiment essayé de travailler avec leurs clients de façon très très étroite, et en fait ont essayé de parfois leur donner des termes de financement beaucoup plus, ou des prix plus bas, ou des termes de financement plus longs, ce genre de choses. En fait, ont vraiment essayé de travailler, essaient toujours de travailler de façon très étroite avec leurs clients pour que en fait, la qualité des relations continue à s'améliorer avec ses clients, sachant que dans un avenir immédiat, en fait, ça va être plus difficile d'acquérir de nouveaux clients. Et en fait, pour continuer ou maintenir son chiffre d'affaires ou augmenter son chiffre d'affaires, en fait, la solution la plus probable, c'est de vendre plus, en fait, faire de l'upsell avec ses clients existants. Donc voilà, c'est une autre stratégie qu'on a vue. Là-dessus, je rebondis rapidement là-dessus parce que tu touches un point qui est très sensible, qui est la relation avec les clients actuels et le fait que en fait, la plupart des contrats aujourd'hui ont des clauses de force majeure qui font qu'en fait, ces contrats ne sont pas aussi solides que ce qu'on peut penser et qu'en fait, le churn est tout à fait possible à n'importe quel moment et donc il est très important de bien traiter les clients même qu'on a actuellement parce que d'une part, on peut en profiter pour investir et faire de l'upsell ou les comprendre mieux, bien sûr, mais il y a aussi d'autre part, on peut les perdre, quoi, si on ne leur parle pas assez bien et si on ne comprend pas comment ça se passe. Oui, tout à fait. Donc ça marche dans les deux sens. Donc l'avantage de la situation, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu peux en fait aller voir tous tes fournisseurs et leur demander des conditions plus favorables. Et effectivement, au moins dans les contrats américains, tu as toutes sortes de clauses qui te permettent de faire ce genre de choses. Mais évidemment, dans l'autre sens, tes clients peuvent faire ça aussi. Donc voilà. C'est un petit peu une période un petit peu sensible. Donc, la troisième chose qu'on voit pas mal aussi, mais enfin, je sais que ça se fait beaucoup en France aussi, c'est juste une réflexion qui est plus profonde et enfin qui a des aspects court terme et qui est plutôt long terme, qui est de savoir à quoi ressemble le monde dans 6 mois, 12 mois, 2 ans. Et est-ce qu'il y a une opportunité de faire évoluer le produit ou d'améliorer le produit pour que ce produit soit plus adapté à ce monde-là. Voilà. Et donc parfois c'est du court terme, donc on voit pas mal de sociétés, notamment évidemment dans le domaine de la santé, qui essaient de faire évoluer leurs produits pour qu'il y ait une utilité immédiate pour le Covid. Mais il y a pas mal d'autres sociétés qui essaient de réfléchir à est-ce que notre produit dans 2 ans, si le monde change vraiment, est-ce qu'il sera toujours, est-ce que ce sera un produit dont les gens auront vraiment besoin de façon quotidienne ou primordiale. Donc il y a cet aspect-là. Donc voilà. Un, réagir rapidement. 2, passer beaucoup de temps avec ses clients. Et 3, réfléchir sur le produit à moyen terme. D'accord, donc en fait, réagir rapidement en adaptant ton business plan et en prenant, comme tu disais, plusieurs scénarios plus ou moins pessimistes, sachant qu'ils vont tous l'être un petit peu forcément, compte tenu de ce qui était prévu en tout cas en début d'année. Et puis investir sur tout ce qu'on peut investir aujourd'hui et qui n'est pas l'effort de vente
aujourd'hui, tu recommandes de ne pas trop être dans un effort de vente ou de ne pas faire de nouvel investissement en termes d'outbound ou ce type d'effort? Ouais, alors après, donc c'est un petit peu difficile de généraliser. Donc Ouais. dans B2B ou B2C, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe en B2C, enfin au moins aux États-Unis, qui est que les prix de la pub en ligne s'effondrent et que donc d'un point de vue CPM, CPA, ce genre de choses, ou même pub, télé et compagnie. En fait, il y a de vraies belles opportunités à condition d'avoir un petit peu d'argent et de ne pas être dans une situation désespérée. Il y a une vraie opportunité de faire de la pub qui beaucoup moins chère et qui marche a priori aussi bien à condition que le produit soit adapté au monde d'aujourd'hui. Et donc ça c'est très intéressant en fait. C'est très intéressant et donc on voit plusieurs de nos sociétés qui en fait accélèrent de ce côté-là d'un point de vue marketing avec en fait des unit economics qui marchent vraiment bien vu que le prix d'acquisition des clients est beaucoup plus faible. Donc voilà, donc il y a ça. Sinon, pour le B2B, je crois que ça dépend vraiment des industries, des sociétés. Ce qu'on voit pour l'instant, et je parlais de ce phénomène d'inertie tout à l'heure, qui est assez intéressant, c'est que en fait, on n'a pas vu de vrai effondrement pour l'instant de notre côté pour toutes nos sociétés de type SaaS, B2B, entreprise. On a vu en fait des Q1, des premiers trimestres qui se sont plutôt bien passés, avec souvent des résultats en fait, qui étaient 100% d'objectifs ou 90% d'objectifs. Et en fait, il y a toujours pas mal d'activités qui continue et voilà. Donc la vraie question c'est de savoir si effectivement c'est l'inertie et comme tout ça est très très nouveau, les gens en fait ont pas les mentalités sont pas complètement adaptées ou voilà. Donc ce qu'on recommande à nos sociétés c'est de pas faire d'investissement en termes de go-to-market, à savoir si le plan était d'embaucher 10 vendeurs, il ne faudra probablement pas embaucher les 10 vendeurs maintenant. Mais d'un autre côté, pas tout arrêter non plus, parce que il semblerait qu'il y ait pour l'instant un petit peu d'activité. Donc voilà, donc tout ça il y a pas mal de nuances dans tout ça. La tendance très clair pour les mois qui viennent, c'est que oui, ça va probablement ralentir, donc voir plus haut sur l'aspect technique de la chose. Mais je pense pas qu'il faille tout arrêter d'un point de vue investissement immédiatement. Cela dit, comme la situation change très très rapidement, il faut continuer à regarder ça au jour le jour ou semaine par semaine. De toute façon, tu as dit quelque chose de très juste, c'est qu'à partir du moment où on est dans une situation de crise, il y a des opportunités forcément très intéressantes, mais les risques sont également décuplés. Donc, c'est aussi à la charge de l'entrepreneur de voir où est-ce qu'il veut mettre ses efforts. Et tu as soulevé un autre point que je trouve intéressant, c'est cette histoire de timing, où tu dis qu'en fait, une partie de l'industrie fonctionne encore aujourd'hui et il y a encore des ventes qui se font, ouais, concrètement. Il y a un deuxième point de timing qui est intéressant, qui est que les États-Unis aujourd'hui sont probablement un petit peu en retard de phase en termes de contamination que l'Europe. Mais en même temps, les États-Unis sont connus pour réagir plus violemment aux crises et se relever plus rapidement. Donc, quel est ton point de vue sur quel va être le timing de ralentissement de l'économie en termes de comparaison entre l'Europe et les États-Unis là-dessus? Ouais, je pense que tu viens de le décrire de façon parfaite, qui est que donc on est en retard par rapport à l'Europe d'un point de vue timing. Et c'est exactement ça. Je pense que l'effet du ralentissement américain va être énorme. Effectivement, la sortie sera probablement plus rapide aussi, mais je pense que la sortie va être lente en fait. Donc elle sera peut-être plus rapide aux États-Unis qu'en Europe, mais d'une manière générale,
elle sera lente, donc il y aura peut-être un effet marché financier qui rebondira rapidement si, si quelqu'un trouvait un vaccin et que même si la mise en production du vaccin prend 6 mois, 9 mois, le jour où quelqu'un trouve un vaccin, le marché financier réagira de façon très positive très rapidement probablement. Mais sur l'économie réelle, je pense que ça va prendre pas mal de temps. On voit déjà pas mal en Chine. J'ai quelques amis qui habitent en Chine et qui disent que c'est assez étonnant en fait que il y a pas mal de restrictions qui ont été levées, les choses se passent mieux. Donc évidemment, il y a des inquiétudes sur une deuxième vague, etc. Mais ce que mes amis racontaient, c'est que les gens en fait ont beaucoup de mal à se réhabituer. Et que donc la consommation, les habitudes, tout ça ont l'air de repartir très lentement. Donc voilà, si la Chine est en avance sur l'Europe et que l'Europe est en avance sur les États-Unis, je pense que ce qui se passe en Chine risque de s'appliquer un petit peu partout. Donc je pense que ça va être une relance lente et difficile. Ouais, on va d'ailleurs dans d'autres épisodes de cette série de webinaires que de Bullshit, on touchera justement à cette question de la Chine et on comparera ce qui se passe un petit peu là-bas parce qu'en effet, on regarde l'Asie, on regarde l'Est en se disant que c'est ce qui va nous arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc c'est sûr que c'est un très bon point de comparaison. Et pour rebondir sur cette question entre l'Europe et l'Amérique, est-ce que tu as remarqué, toi, des réactions différentes entre tes startups qui ont un ADN plus européen et tes startups américaines dans la gestion de la crise et dans le traitement de la crise aujourd'hui? Oui, là, ouais. En fait, je pense que l'Europe et les sociétés européennes en fait sont naturellement beaucoup plus préparées à ce genre de choses parce qu'il y a moins même s'il y a beaucoup changé récemment et en particulier en France, il y a quand même moins d'historique d'argent, de capital risque qui arrive facilement et rapidement avec des gros montants. Il y a quand même plus fondamentalement une culture autour de la profitabilité et de monter des boîtes qui gagnent de l'argent par rapport à des sociétés qui sont en stratégie de land grab, à essayer d'acheter de la part de marché, en fait, qui est quand même une grosse caractéristique de l'écosystème de start-up aux États-Unis. Et donc ouais, toutes les conversations qu'on a eues en fait se sont faites de façon très très naturelle avec les entrepreneurs européens avec lesquels on travaille. Et c'est plus en fait les Américains et surtout les jeunes Américains qui ont monté des boîtes au cours des dernières années et qui n'ont pas eu vraiment d'expérience de crise avant. C'est plus ces gens-là qui sont en particulier parmi les gens avec lesquels on travaille, des gens très intelligents, etc., qui comprennent bien, etc. Mais il y a quand même plus ces réflexes ancrés dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'il y a un petit retard dans la façon dont les mentalités s'adaptent. Et qu'au détour d'une phrase et d'une conversation, on sent quand même toujours quelque part que le message n'est pas complètement passé, que le tour suivant, par exemple, va se faire avec beaucoup de difficultés, avec une valorisation soit plus faible, soit plate, et que en fait non, c'est terminé, c'est vraiment terminé. Enfin, l'argent qui coule facilement, etc. Voilà. Donc voilà, donc les Européens, je trouve, sur la base d'un échantillon limité, des gens avec lesquels on travaille, on réagit de façon très très rapide et très naturelle, justement sur la base de cette culture de profitabilité qui est assez profondément ancrée en Europe. Puis il y a une deuxième culture qui est différente entre l'Europe et les États-Unis, c'est l'action publique et le rôle de l'État dans cet écosystème, en particulier l'écosystème tech. La France est un des pays probablement les plus interventionnistes, ou en tout cas les plus volontaires, on va dire, sur ce sujet-là. C'est un autre point qui a beaucoup d'influence, j'imagine. Ouais, mais tu sais, c'est amusant quand même parce que aux États-Unis, donc on est une administration républicaine, comme on sait tous, qui est quand même très anti-action gouvernementale. Et puis là, c'est un petit peu l'inverse de toute cette philosophie qui est en train de se passer aux États-Unis. Il y a énormément d'actions gouvernementales partout. Et puis
c'est très bien, c'est vraiment ça qu'il faut faire, etc. Mais c'est quand même assez amusant de voir tous ces républicains qui sont quand même très très anti-gouvernement, en fait, s'escrimer à trouver les meilleurs moyens de faire de faire marcher la planche à billets, et d'investir des milliards de dollars ou des milliards de dollars dans Triant, l'économie américaine. Donc en fait, un petit peu la différence. La différence par rapport à la France, c'est que donc il y a moins ces histoires de chômage partiel, il y a moins de restrictions sur les licenciements économiques, etc. Mais finalement, il n'y a pas tellement de différence. Et au passage, d'ailleurs, je trouve vraiment très bien ce que fait la France, la BPI, etc. sur cette idée d'être de financer cet écosystème tech en France qui était nouveau, un petit peu nouveau, donc plutôt fragile. Et donc je crois que c'est vraiment bien d'aider les sociétés à survivre au cours des années qui viennent. Et c'est vraiment la bonne chose à faire. Ouais, du coup, le pari étant que grâce à l'aide publique aujourd'hui, et puis grâce à une maturité qui a quand même vachement grandi ces quelques dernières années, l'écosystème tech français survive à cette crise-là et en ressort grandi avec une place internationale qui soit plus intéressante, Oui. évidemment. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des recommandations particulières à faire auprès des entrepreneurs français qui regardent les États-Unis aujourd'hui, qui se posent la question, qui avaient prévu de venir et qui se posent la question de décaler éventuellement leur venue ou de venir plus tard ou de pas venir du tout? Oui, je crois qu'il faut décaler, au moins mettre ça en pause au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Encore une fois, la situation évolue de façon très rapide et on est tous en train d'essayer de comprendre à quoi ça va ressembler, à quoi le new normal va ressembler. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison du tout de se précipiter. Et, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de. Ça ne doit pas être à l'ordre du jour, à mon sens. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a du cash et de la trésorerie pour. Dans l'idéal 24 mois, si c'est possible, si c'est pas possible, essayer de s'en approcher le plus possible. D'avoir un produit qui marche bien, qui correspond aux attentes du marché maintenant. Et après, qui est effectivement investissement. Donc on parlait de go-to-market, sales et compagnie. Mais aussi expansion aux États-Unis. Je crois qu'il faut mettre ça un petit peu en pause et essayer de se reposer la question dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et puis peut-être que c'est qu'un retard de 6 mois et dans 6 mois on peut se reposer la question, mais pour l'instant pas d'urgence de ce côté-là. Ouais, tu cites un truc intéressant aussi sur le runway. Aujourd'hui, tu recommandes d'avoir un BP qui prévoit 24 mois de survie, entre guillemets, sans avoir de levée de fonds supplémentaires, c'est ça? Oui, parce que pour être sur les conférences call toute la journée pour parler de ce genre de choses, je réalise bien à quel point c'est difficile et puis il y a une part de chance qui est vraiment non négligeable dans tout ça, à savoir qu'il y a certaines sociétés qui viennent de lever de l'argent. Qui viennent de lever, oui, bien sûr. En janvier, février, pour des raisons purement de timing, parce que c'était le moment où elles devaient lever un tour. Et puis il y a d'autres sociétés qui étaient sur le point de lever de l'argent et qui sont retrouvées donc du mauvais côté de cet arrêt brutal. Donc il y a une part de chance non négligeable, mais quelle que soit la situation, c'est la chose la plus importante de très 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 loin, c'est de manager le cash qu'on a. Donc parfois c'est beaucoup de cash, parfois c'est pas beaucoup de cash, mais effectivement il faut le faire durer parce que le problème c'est pas seulement de tenir jusqu'à ce qu'on puisse sortir de la crise, c'est que pour faire le tour suivant, il faut aussi un peu se laisser du temps pour que le business reparte.
Donc, il y a quand même une Et chance pour avoir des belles métriques à importante. présenter aux investisseurs, Ouais, c'est un peu exactement. ça. Ouais. Ce qui est, ouais, parce qu'il y a, enfin, il y a une vraie chance que, quand même, pour la plupart des sociétés, dans le meilleur des cas, ce soit une année à faible croissance, peut-être à pas de croissance, et peut-être dans certains cas avec des résultats plus faibles en 2020 qu'en 2019. Et que donc c'est un petit peu un trou dont il va falloir sortir et que donc il faut se laisser du temps non seulement pour attendre que la crise s'arrête ou s'atténue, mais aussi pour se donner du temps pour relancer la machine. Donc voilà. Donc d'un autre côté, a priori tout le monde sera un peu dans la même situation. Donc des investisseurs comme nous, on va regarder toutes les sociétés. Il y a toujours forcément un aspect de comparaison. Donc, si tout le monde a eu des mauvais résultats, ce sera pris en compte, etc. Mais voilà, quand même, il faut se laisser du temps pour relancer le business. Logique. D'accord, du coup, je pense que c'est le bon moment pour essayer de parler des choses un peu plus positives et la relance qui va bien arriver à un moment donné. On va sortir de cette crise forcément avec des gagnants et des perdants. Est-ce que toi, tu vois des patterns dans les types de startups ou les types d'entrepreneurs qui vont réussir à sortir leur épingle du jeu d'une crise comme ça? Évidemment que des boîtes comme Zoom ou Netflix vont en sortir grandis et de manière générale, les solutions de streaming, que ce soit pour de la vidéo, du jeu d'ailleurs, ou du gaming, s'en sortiront très bien. Mais est-ce que tu as des critères un peu plus à l'échelle de l'entreprise par opposition à l'échelle de l'industrie? Oui, alors déjà, donc les sociétés qui vont sortir de tout ça, c'est les sociétés qui seront toujours là. Ouais. Donc l'expression un peu facile, mais néanmoins très judicieux, c'est en espèce, c'est to finish first, you must first finish. Donc c'est idiot à dire, mais c'est vraiment ça. Et puis deux, là où je suis optimiste, c'est que je pense que l'industrie de la technologie en général va sortir gagnante de tout ça. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quand même à l'échelle mondiale une sorte de crash course pour toutes les industries sur le fait que tout se passe en ligne, tout se fait à partir des technologies, que les sociétés qui gagnent sont des sociétés de technologie. Donc en fait, toutes les boîtes, vraiment les boîtes industrielles de type CAC 40 ou Fortune 1000 qui se posaient ces questions de digital transformation avec des projets à 3 ans, avec Accenture, Ernst & Young et McKinsey avec des timelines très lentes, etc., se retrouvent dans une situation où tout ça s'accélère de façon très, très, très évidente. Et donc, pour toutes les startups, en fait, que ce soit encore une fois B2B ou B2C, en fait, je pense sur le long terme, cette crise va être très profitable pour l'industrie de la technologie. Ouais. Et du côté consumer, c'est tous les gens qui n'avaient pas des habitudes de e-commerce et de livraison à domicile, etc., se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de le faire. Tous les gens qui pensaient que tout ce qui était enseignement en ligne, c'était pour les mauvais élèves et les mauvaises écoles, se retrouvent du jour au lendemain. Ça devient par défaut. C'est la solution. Ouais. Et donc voilà, donc il va y avoir un impact gigantesque sur les mentalités. Donc après, qui dépend un petit peu aussi de la façon dont tout ça dure, mais il y a une sorte d'accélération énorme sur l'adoption de la technologie et sur le fait que la technologie devient absolument primordiale, qui est en train de se passer. Ça va être très, très bénéfique. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, tout ça, les vrais gros gagnants de cette situation, c'est les grosses boîtes de tech, donc Google, Facebook, Amazon, etc. Ce qui a tout un ensemble d'autres problèmes, mais donc voilà, pour l'instant, c'est les gagnants. Pour les petites boîtes de tech et les startups notamment, pour l'instant, l'effet est moins... les choses sont beaucoup plus compliquées, comme on vient d'en discuter.
Mais pour celles qui vont pouvoir tenir, je pense qu'il va y avoir de vraies opportunités et que en fait, tout le monde va sortir de ça avec un intérêt pour la technologie et des habitudes, de nouvelles habitudes formées autour de la technologie qui vont être très bénéfiques pour nous tous dans ce domaine. Je vois beaucoup d'entreprises, d'industries beaucoup plus traditionnelles qui changent complètement d'avis sur le télétravail aujourd'hui, alors que c'était quand même quelque chose de complètement acquis dans la tech, mais pas dans... Ouais. Non, tout à fait. Donc, c'est le télétravail, mais c'est tout un ensemble de choses. C'est si tu es dans une usine et que tu vois jusqu'à présent c'était des humains qui s'occupaient de certaines choses, etc. Là, tu te trouves du jour au lendemain dans une situation où pour pouvoir travailler, pour pouvoir tenir, en fait, survivre en tant que société, il faut qu'il y ait moins d'humains ou pas d'humains, mais néanmoins faire tourner les choses. Et donc, voilà, tu vois tout un ensemble de technologies, de robotique, de drones, de toutes ces techniques d'automatisation, etc. Où voilà, donc les gens qui étaient un petit peu préparés utilisent ces techniques, et les gens qui ne sont pas préparés ont maintenant un intérêt évident, et ça se voit très bien dans toutes les conversations qu'on a nous, pour ce genre de choses, où c'est passé un petit peu de l'expérimental, de trucs un peu cool dont on parlait au cocktail dans son industrie. Oui, moi je suis en train de faire un pilot project avec des drones, etc. Voilà. Et maintenant c'est devenu vraiment non, on a besoin de drones pour faire l'inspection, parce que voilà, si on se trouve dans n'importe quelle situation de ce type où les humains sont plus disponibles, il faut absolument qu'on puisse tenir, etc. Et puis on a réalisé dans le cadre de cette situation qu'en fait c'est beaucoup plus efficace, moins cher, etc. Donc voilà, tout ça, ça accélère. Donc c'est le télétravail de façon très 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 claire, mais en fait un peu partout, tout ce qui est optimisation, automatisation, tout ce qui est big data, machine learning, AI, tout ça, ça. Tu sens très bien dans les conversations à quel point c'est devenu vraiment un sujet fondamental pour beaucoup qui regardaient ça de façon un petit peu, encore une fois, un petit peu expérimentale. Ok, super. Merci beaucoup, Matt. On va passer aux questions. Il nous reste un petit quart d'heure de conversation avec toi, et on a au moins une quinzaine de questions déjà qui ont été publiées. Donc, je propose à ceux qui ne l'ont pas déjà fait de s'inscrire sur le Q&A à droite de votre écran et à poser toutes les questions que vous pouvez. On essaiera d'y répondre. Donc, première question de Sébastien. On a vu que la valorisation de Bird a chuté de 2 milliards à 400 millions en quelques semaines. Est-ce représentatif de ce qu'il va se passer pour les startups plus récentes, plus jeunes, telles série A, série B, en ordre de grandeur? Ça, c'est une très bonne question, Sébastien. Et la réalité des choses, c'est que pour l'instant, personne ne sait. Donc, en fait, la raison pour laquelle il y a un vrai ralentissement de l'investissement en venture capital, qui est réel. Donc, on peut en parler séparément. Il y a tout un thème de VC qui racontent, notamment sur Twitter, à quel point ils sont actifs et ils ont signé des term sheets, etc. Puis c'est probablement vrai, mais en fait beaucoup plus anecdotique et limité qu'on pourrait le croire en lisant tout ce qui s'écrit. Ouais. Mais la raison pour laquelle il y a ce vrai ralentissement du venture capital, c'est en partie parce que personne ne sait comment les sociétés doivent être valorisées. Parce que donc la valorisation, évidemment, c'est surtout enfin pour des sociétés de early stage, il y a un aspect qui est très émotionnel, humain et émotionnel et négocié. C'est un chiffre où les deux parties, à la fois l'entrepreneur et l'investisseur, s'accordent sur une vision du futur et déterminent un prix sur la base de cette vision du futur. Comme personne ne sait à quoi va ressembler le futur au cours des 6, 12 ou 24 mois prochains, donc tout le monde a des idées sur la question, mais tout le monde a des idées, mais personne ne sait. En fait, on ne sait pas quel est le prix d'un seed, on ne sait pas quel est le prix d'un Series A, enfin le prix de la valorisation d'un Series A ou d'un Series B. Et puis, donc, a fortiori de quelque chose comme Bird.
donc voilà, donc c'est le vrai obstacle pour l'instant. Et puis il y a toujours, quand j'ai dit que les mentalités s'adaptaient un petit peu lentement, voilà, c'était très clair sur c'est un exemple très clair de ce phénomène où il y a quand même un paquet d'entrepreneurs qui fonctionnent sur un modèle très fin 2019, alors qu'il y a un ensemble d'investisseurs qui fonctionnent sur qui se posent la question de savoir à quel point la valorisation doit être plus faible dans ce nouvel environnement. Donc voilà, il n'y a pas d'intersection entre l'offre et la demande de capital pour l'instant. Ouais, d'accord, je comprends bien. Alors, deuxième question qui vient de Mathilde. Vu l'impact de cette crise sur les startups et les conséquences désastreuses que tu mentionnes, pour celles qui devaient prochainement faire leur levée, penses-tu que l'on tend vers la fin du modèle de financement par capital risque? De capital risque, ok, donc merci Mathilde. Non, je pense que l'industrie du capital risque va en fait sortir probablement plus forte de cette crise. Je pense que c'est plus des autres choses un petit peu plus expérimentales qui vont être affectées. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est un petit peu ce qui se passe l'analogie que j'aime utiliser, c'est celle de l'immobilier, où en fait dans les crises immobilières, c'est souvent des nouveaux quartiers, les quartiers un petit peu tendance, qui n'étaient pas des quartiers désirables avant et qui étaient en train de le devenir juste avant la crise. C'est souvent ces quartiers-là qui sont affectés de façon disproportionnée. Et donc voilà, si tu transfères l'analogie au monde du capital risque, ça va être un petit peu ça. Donc, je pense qu'il va y avoir un phénomène de flight to quality, et que en fait, c'est tout ce qui tournait un petit peu autour du venture capital, mais qui n'était pas vraiment du venture capital, qui va ralentir ou disparaître, au moins de façon temporaire. Donc, tout ce qui est activité de hedge fund ou de mutual fund aux États-Unis, qui mettaient beaucoup d'argent dans le domaine du venture capital, mais qui faisaient pas vraiment de capital risque, qui n'avaient pas à la base une mission de capital risque. Je pense que ces gens vont un peu soit ralentir, soit disparaître, peut-être encore une fois de façon temporaire. Je pense que tout ce qui est modèle un peu expérimental, donc notamment des choses dont on parlait beaucoup l'année dernière, d'ICO, de Bitcoin, de financement par token, etc. Je pense que ça va être plus compliqué dans les mois qui viennent, même si c'est intéressant à long terme. Tout ce qui est un peu syndicat, angel list, toutes les choses un peu, ouais, encore une fois, qui ne sont pas vraiment du venture capital, je pense, vont ralentir. Est-ce que ça et voilà, je peux me tromper, mais ouais, la question et puis, je pense même dans... Ouais. Vas-y. Pardon. Excuse-moi. Vas-y, excuse-moi, Matt. Non, oui. Et puis dans l'industrie du venture capital, je pense qu'il va y avoir une évolution aussi. Il y a énormément de fonds qui se sont créés. Je crois qu'il y a quelque chose genre comme 1000 ou 1500 nouveaux fonds qui sont créés aux États-Unis au cours des dernières années. C'est souvent des fonds 1 qui ont investi leur argent de façon très très rapide dans un contexte de bull market qui était en pleine effervescence. Et je pense que ça va être plus compliqué pour tous ces gens de lever le prochain fonds dans un contexte où les LP américains qui gèrent des sommes énormes, mais dont la plupart des investissements sont des investissements dans les marchés publics. Je pense que ces LP vont être très très sélectifs pour les fonds suivants de ces nouveaux investisseurs. Et je pense qu'il va y avoir un phénomène de sélection qui va être assez important dans l'industrie du capital risque, et qui va avoir en fait pas mal de fonds qui vont disparaître. Donc quand je dis flight to quality,
je veux dire, qu'il va y avoir des fonds ancrés, connus, avec des gens qui ont l'expérience qu'il faut, qui ont vécu plusieurs crises, etc. Et voilà, et qui s'occupent bien de leur société de portefeuille là maintenant, etc. Je pense que ces fonds-là vont sortir dans une situation plus forte de cette crise, je crois. Et puis pour ceux qui ne vont pas s'en sortir et qui ne vont pas relever, on parle évidemment de fonds qui, d'ici quelques années, parce que c'est des fonds qui ont déjà levé auprès de LP sur plusieurs années et qui donc déjà ont un peu de cash à investir, en tout cas à court terme. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Ok, super. Alors, question suivante. La France, comme les US, prévoit déjà des sorties de confinement prochainement. Hein. On entend parler aux États-Unis des gouverneurs de plusieurs États de la côte Est et de la côte Ouest, de chacun de leur côté, qui s'allient et qui organisent déjà des plans de déconfinement. Qu'est-ce qu'il faut anticiper selon toi et en termes de timing et de fin en termes de date? Très franchement, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. J'étais même un peu étonné que effectivement il y a des nouvelles sont sorties hier qu'il y avait des sortes de confinement, de réflexion sur la sortie de confinement. Enfin, je sais pas vraiment. Donc moi j'habite à New York, donc il y a un petit peu l'épicentre de tout ce phénomène aux États-Unis. Il me semble qu'on est très très loin d'être d'une situation où on peut vraiment sortir du confinement. Je pense qu'il y a un aspect, donc il y a un aspect de préparation qui est la bonne chose à faire et que effectivement il faut juste réfléchir à la façon dont tout ça va se passer. Donc c'est la bonne chose à faire d'un point de vue logistique, etc. Donc mais deux, je pense qu'il y a un aspect psychologique aussi qui est que enfin, les gens aux États-Unis, mais je pense comme un peu partout, ont quand même un petit peu de mal à vivre tout ça. Donc les États-Unis étant un pays très, pour dire des évidences, très capitalistique, très fondé sur la liberté individuelle, très résistant à tout ce qui est gouvernement et même et surtout le gouvernement fédéral, etc. Donc avoir toutes ces choses qui sont imposées aux gens, je pense que les gens réagissent pas très bien. Ouais. Donc ils ont suivi les directives et ils font à peu près ce qu'il faut faire, etc. Et donc je pense qu'il y a un aspect psychologique à ces annonces aussi qui est de donner un peu l'impression qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et voilà, donc sur le timing, très franchement, j'en sais autant que vous et je lis les mêmes nouvelles que vous et j'ai pas d'informations particulières sur le sujet. Mais à mon sens, c'est loin. Ouais, je comprends. Ouais, on a notre président Macron qui a dit hier que c'était au moins jusqu'au 11 mai. Donc, voilà, déjà 11 mai, ouais. Ouais, bah, ça me semble évident. Ça me semble évident. Et puis, enfin, ça me semble évident que aux États-Unis, les écoles vont pas réouvrir et que l'année scolaire va s'achever dans les conditions actuelles et que dans le pire des cas, c'est une reprise en septembre, etc. Mais il me semble très évident qu'il y a au moins 3 à 4 mois où les choses n'ont pas vraiment changé. Ok, super. Alors, question suivante de Sébastien. Alors, tu as parlé des VC classiques et du fait qu'il allait avoir une sélection naturelle auprès de tous les acteurs autour de ça. Est-ce que tu inclus là-dedans aussi les CVC qui ont pour normalement un bout de sécurité, vu qu'ils dépendent de grandes entreprises qui ont du cash et qui ont de quoi voir venir? Oui, une autre bonne question. Alors, il y a une grosse évolution du corporate venture capital au cours des dernières années, qui est que un ensemble de CVC qui ont été structurés en fait comme des fonds. Avec un LP, single LP, donc GV qui est l'ancien Google Ventures par exemple, ou Bloomberg Beta ou d'autres. En fait, donc c'est vraiment des fonds. Et une fois que
que l'entreprise derrière le fonds a pris la décision de créer le fonds, l'argent est alloué et a priori ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Donc tous les fonds qui ont été structurés comme ça, je pense que la situation va pas être très différente de celle de VC classique. Pour les autres CVC qui investissent en mode balance sheet, à savoir donc des décisions prises par un comité de direction à partir du bilan de la société et du cash disponible, là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Ce qui est un petit peu ce qu'on voit à chaque fois dans les crises, à savoir que c'est pas c'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part des sociétés en question, mais que voilà, il y a le CFO qui va regarder, un directeur financier qui va regarder l'état des comptes et va couper, comme tout le monde, les dépenses pas nécessaires et tout ce qui est dans ce monde actuel, tout ce qui n'a pas de ROI, de profil de retour sur investissement très très clair, va être coupé. Et donc voilà, la perspective d'un directeur financier de grosse boîte faire du venture capital maintenant, c'est peut-être bien dans un avenir il y a 10 ans, vu la façon dont les sorties se font, une extrême lenteur. Mais voilà, si le CFO a besoin d'argent maintenant, ça va être coupé assez rapidement. Ok. Voilà, ça va dépendre un petit peu ça dépend des sociétés et des cas. Il est 11h à East Coast. Est-ce que tu as le temps pour une dernière question? Oui. Super. Alors, dernière question. Tu as parlé tout à l'heure du fait que les entreprises de la tech, le secteur de la tech de manière générale, allait en sortir gagnant. Est-ce que tu crois à une tendance de concentration dans le secteur de la tech et donc d'avoir typiquement des GAFA et quelques autres gros acteurs encore plus forts qu'avant? Oui, c'est très clair. Très très clair. Donc c'est en train de se passer là, une concentration énorme de pouvoir, donc qui a évidemment commencé depuis quelques années, mais je crois que cette crise accélère tout ça, et donc voilà, enfin, c'est d'autant plus important que les startups puisse continuer, suffisamment de trésorerie au cours des 24 mois qui viennent, parce que si tu as une grosse partie des startups qui se plantent au cours des années qui viennent, ça va être encore plus terrible. Donc, il faut que ce vivier d'innovation un petit peu indépendante, hors GAFA, absolument continue. Donc évidemment, j'ai une perspective très biaisée en tant qu'investisseur et gros fan de l'écosystème startup, mais d'un point de vue macroéconomique et politique, c'est absolument essentiel que cet écosystème sorte de tout ça relativement indemne. Parce que la concentration de pouvoir est très, très évidente. Il y en a forcément qui sortiront par le haut, en tout cas. Oui, donc oui. Ouais. Et donc après, il y a l'aspect consolidation de façon un petit peu plus tactique, qui est que oui, il va y avoir plein d'acquisitions. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être intéressant d'entendre ça de votre côté. Donc, une partie de ce qu'on fait chez First Mark, de façon quotidienne, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec tous les grosses boîtes, tous les grands comptes. Parce qu'on sait que ce sera des clients potentiels pour nos sociétés ou des partenaires ou potentiellement des acquéreurs à long terme. Donc on parle à tous ces gens-là et alors de façon très très claire, donc surtout dans les départements de corporate development, qui sont donc les départements qui s'occupent des acquisitions, 90% des gens parlent d'acquisition, donc pas immédiatement, mais dans un horizon à partir de 3-4 mois, au fur et à mesure que justement les prix, les valorisations s'ajustent. Tout le monde va faire du shopping. Hein. Ça va être très clair. Donc voilà, donc quand des entrepreneurs, quelqu'un posait la question de capital risque et d'être du mauvais côté de ce moment où les gens n'ont pas levé d'argent au bon moment. Il y a aussi ce calcul, donc c'est pas à quel point ça se fera en Europe, je pense que ça devrait se faire aussi, mais au moins aux États-Unis, avec les gens avec lesquels on parle de façon très claire, il va y avoir beaucoup d'intérêt pour profiter de ce moment pour acheter des sociétés. Et donc, après, la grosse question, c'est de savoir à quelle valorisation, donc ça, j'en sais rien.
Mais voilà, il y a un vrai intérêt de ce côté-là. Et puis, il y aura forcément quelques opportunités ici pour en créer une nouvelle. Là, on a tous en tête des très beaux noms de la tech aujourd'hui qui ont été créés en 2008 et qui ont explosé et qui aujourd'hui sont des positions de leader. On pense notamment à Airbnb qui est dans votre portfolio. Hein. Oui, tout à fait. Puis Pinterest aussi, toutes les très belles sociétés dans lesquelles on a investi et on a eu la chance et l'honneur avec lesquelles on a eu la chance et l'honneur de travailler. La plupart ont été créés en 2008, 2009, 2010, 2011, parce qu'en fait, Firstmark a à peu près 10 ans, donc on a commencé, en fait, nous en tant que fonds, on a commencé dans cette crise aussi, dans la crise d'avant. Et voilà, oui. Donc ça c'est très clair, ça se voit à chaque fois, et puis c'est un bon moment pour, de toute façon c'est paradoxal, en fait, un bon moment pour lancer des sociétés, parce que de toute façon, lorsqu'on lance une société, il n'y a pas grand-chose qui se passe d'un point de vue externe au cours de l'année qui vient, les 2 années qui viennent. C'est plus un travail en interne de création de produits, de comprendre le marché, comprendre les acteurs, les clients, etc., à condition de pouvoir lever un peu d'argent, bien sûr. Donc en fait, un bon moment pour lancer les sociétés, puis ça va être assez rapidement un bon moment pour investir aussi, une fois que les prix sont normalisés. Ok, super. Un grand merci à toi, Matt, d'avoir passé cette heure avec nous. C'est super intéressant et merci pour ta franchise et tous tes insights. Merci à vous. C'était super. Je dis no bullshit, donc je dis no bullshit. Oui, complètement. C'est l'idée. L'idée, c'est qu'on puisse donner des réponses claires aux entrepreneurs qui regardent les États-Unis en se demandant ce qui se passe et on est là pour ça. Donc, merci à tous de vous être connectés. Stay tuned for more content. C'était le premier épisode de la série Cut de Bullshit. On a eu le point de vue VC. On se tournera très vite vers le point de vue entrepreneur ici aux US et ailleurs. Et on vous annoncera tout ça très vite avant la fin de la semaine. En attendant, stay safe et à bientôt tout le monde. Bonne journée. Merci encore, Matt. Merci, au revoir.